J'étais patron d'un supermarché. Je l'ai travaillé 2 ans et demi. Et puis, ça me plaît pas parce que moi, j'ai envie d'une vie plus excitante, avec plus d'aventures, moins sédentaire. Donc, je l'ai vendu. Je sais pas aujourd'hui ce que j'aimerais faire, mais je veux une vie avec des aventures. Je veux une vie où je peux m'exprimer, une vie où j'aurai de l'adrénaline. Je suis né en 87 dans une petite bourgade à 400 km au sud de Shanghai, donc dans la Chine du Sud, et cette bourgade s'appelle Wenzhou. En fait, il y a plein de gens en France qui viennent de cet endroit. C'est un peu la terre des aventuriers, quoi, ce bled-là. Quand j'avais 1 an et demi, ma mère, juste après que j'ai été sevré, ma mère, elle est partie en France. Alors ma grand-mère, la mère de ma mère, me disait que je lui avais posé la question. J'étais dans un lit comme ça, et je lui demandais, Mamie, pourquoi maman elle est partie en France? Elle était partie en France pour gagner de l'argent. Tous ceux de sa génération, de ce bled-là, sont partis en France ou dans quelques autres pays étrangers. Comme je n'avais pas dans mes souvenirs le vécu avec ni mon père ni ma mère, je ne ressentais pas de manque. Et même si je voyais des copains, des cousins et cousines avec leurs parents, j'avais pas remarqué ce manque. Aujourd'hui, quand je réfléchis, il y a peut-être une chose qui a créé une conséquence chez moi à l'époque, c'était que j'avais très peur d'être abandonné. Je me faisais tout le temps un film, c'est que mon grand-père, par exemple, c'est un faux. Vous voyez, comme dans les films, en fait, on arrache la peau et c'est un autre visage. Et moi, j'avais vraiment peur de ça, quoi. J'avais peur que mon grand-père, en fait, c'est un faux et que c'est un espion, par exemple, il va me vendre. La peur que je ne sois l'enfant de personne. Enfin, mais c'est maintenant que que je réfléchis, que je me dis ça. À l'époque, je ne savais pas, mais en tout cas, j'avais cette peur. Je savais que j'étais habité par cette peur, que les gens qui s'occupent de moi étaient faux. Je me rappelle que le soir, quand je dormais avec ma grand-mère. Et pour dormir, j'avais besoin de mettre ma main sous son dos et je ne pouvais pas dormir si elle ne m'écrasait pas la main. Tous les jours, il me fallait ça. Donc parfois, on avait essayé, enfin mon grand-père me disait, bon bah moi je vais t'écraser la main, mais ça marchait pas parce que lui il était trop maigre et ma grand-mère elle était un peu grosse. Donc c'était très confortable. J'aimais beaucoup. Je me rappelle quand je me levais à 5 heures du matin avec mon grand-père paternel pour aller au parc, au jardin. Et puis après la promenade, on allait manger une soupe, et une soupe avec des nouilles. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ces deux plats, cette soupe, c'est des boulettes de poisson, et les nouilles, c'est des nouilles à l'ail. Ça reste mes plats favoris. C'est ma Madeleine de Proust à moi. Quand j'avais vers 5 ans, ma mère était revenue en Chine une fois. Je me rappelle que j'allais la chercher avec ma tante. On était à l'entrée de l'aéroport, il y avait des barreaux. Et puis ma tante me disait, oui, c'est ta mère, appelle maman. Bon, puisque c'est ma tante qui m'a dit appelle maman, en face il y avait plein de gens. Et puis c'était tellement loin, je voyais rien. On ne sait pas qui est qui. Ah, maman, maman, ah, maman. En fait, j'en savais strictement rien. C'était dans ma tête la première fois que je voyais ma mère en chair et en os, parce que toutes les autres fois, c'était dans des photos. Elle est repartie en Europe. J'ai repris ma vie normale jusqu'à mes 7 ans et demi, quand mon père était venu me chercher. C'était quand même un inconnu pour moi. Alors, comme mon père restait 3 mois en Chine, je disais à ma grand-mère, puisque papa il est venu 3 mois, moi j'y vais pour 3 mois et je reviendrai.
J'avais pris mon cartable, je faisais mon cartable, mon crayon, gomme. J'amenais même mon boulier parce que en CP, en Chine, en maths, on nous enseignait à utiliser le boulier. Il y a un moment, ma tante m'avait dit « Pourquoi tu ramènes le boulier ?» Je lui ai dit « Il fallait bien que je fasse mes exercices de mathématiques. Quand je vais revenir, il faut savoir utiliser le boulier. »« Ah oui, t'as raison, prends-le. » Et puis, le voyage de 3 mois s'est transformé en voyage d'une vie. À 7 ans et demi, j'étais en France. Il a fallu m'inscrire à l'école dans une classe qui s'appelle Clean, à Pantin. Je parlais pas un mot de français et la première scène, le premier jour, mon père m'avait inscrit à l'étude, mais je ne savais pas. Et à 4h30, lorsque je voyais les autres partir, je pensais pouvoir partir, mais non, je devais rester et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais eu à nouveau peur d'avoir été vendu. Je croyais que... Alors là, c'était catastrophique parce que je connaissais personne, je connaissais pas un mot de français. Et je ne faisais que chialer ce premier jour. Parce que je croyais que ça y est, j'étais vendu. Et j'étais même en train de monter des plans d'évasion et tout. À l'époque, j'étais encore clandestin. Et donc, mes parents avaient peur des contrôles de police. Et lorsque on sortait, mes parents me prenaient avec eux parce qu'ils pensaient que, en cas de contrôle, s'ils étaient avec un gamin, ils auraient plus de chances d'être relâchés ou de ne pas être arrêtés. J'avais juste conscience que nous avions un statut inférieur par rapport à d'autres amis de mes parents. Parce que quand mes parents et leurs amis bavardaient, mon père se dévalorisait. Et ça m'énervait que mon père se dévalorisait. Ma mère, elle était en train de faire la couture à la maison. Comme ça, elle ne sortait pas. Et il y avait un patron qui lui livrait en fait des pièces. Il fallait assembler les pièces. Mon père, lui, il aimait pas la couture et puis il s'engueulait avec ma mère à la maison. Donc il préférait aller faire la plonge ou être cuisinier dans un restaurant ailleurs. On a eu de la chance, mes parents ont été régularisés. Et c'était là que notre vie allait changer. Sachant que j'ai mangé un canard laqué pour la première fois, parce qu'avant d'avoir les papiers, mon père achetait la tête et le cou du canard, c'était 1 franc la pièce. C'était trop bon. J'avais jamais mangé une autre partie du canard laqué. Et quand on a eu des papiers, donc mon père, il avait un meilleur salaire, ma mère aussi, j'ai pu manger un canard laqué pour la première fois. Il est passé du plongeur clandestin à être cuisinier, mais déclaré, et il avait un meilleur salaire dans le restaurant. Et parce qu'il ramenait plus d'argent à la maison, nous on a pu déménager, on n'habitait plus dans le taudis, on habitait à un autre endroit, à Bagnolet. Donc la maison était beaucoup plus confortable. Mon père amenait plus de choses à manger à la maison. En fait, après qu'on a eu les papiers, mon père ne se dévalorisait plus. En 1999, ils avaient enfin trouvé quelque chose. Ils avaient monté leur première affaire, c'était un snack à Belleville. Ça m'embêtait de travailler au restaurant. Je préférais être avec les copains. Et puis c'était le début de l'adolescence. J'avais ma bande, mais dans la cour de récré, on était avec tous les autres. Et puis je me rappelle une fois, il y en avait un, il m'avait dit « Je vais te mettre un rouleau de printemps dans le cul ». Ça m'a fait revivre en fait toutes les phrases que j'entendais. En fait, il y avait une phrase que je détestais, c'est « Et toi le Shintok ». Moi, je pense avoir reçu pas mal de remarques, entendu et vu pas mal de choses à la télé une fois que je suis arrivé en France. Et ça m'a donné envie de ressembler aux Français et de ne plus être chinois. J'ai l'impression qu'à l'époque, si je pouvais acheter un produit, une eau de Javel pour laver ma peau et devenir blanc, je l'aurais fait. Les caricatures, parfois, je les entendais de la bouche de mon père et ça m'énervait. Par exemple, quand il disait « Ouais, les Chinois, c'est comme ça ».
Mais moi je lui disais, mais à chaque fois je le contredisais, mais pourquoi tu me dis que les Chinois c'est comme ça? Et puis on s'engueulait, on se disputait. Moi je me rappelle dans mon adolescence de beaucoup avoir contredit mon père sur ce genre de phrases. J'ai commencé à prendre une certaine conscience et il y a eu une flamme qui s'allume en moi. Je veux pas que si j'ai des enfants d'apparence 100% chinoise, qu'ils aient à avoir honte ou qu'ils subissent des brimades. Je veux pas que ma sœur, plus tard, un garçon la drague parce qu'elle est chinoise. Je veux que si un garçon la drague, parce que c'est que ma sœur est ma sœur, c'est qu'elle a un caractère qui plaît, c'est qu'elle a une beauté qui plaît, mais par le fait qu'elle soit chinoise, il y a des garçons qui lui courent après, pour moi c'est une insulte. Et c'est ça ce que je veux pas. J'étais en seconde, je me rappelle c'était le jour de la rentrée, je vois une fille passer, elle avait les cheveux bouclés comme ça, elle était couleur chocolat au lait. Elle a tout de suite attiré mon attention et coup de chance, euh, en fait elle était dans ma classe. À l'époque on étudiait Charles Baudelaire. Charles Baudelaire avait une muse qui s'appelle Jeanne Duval. En fait Bettina était ma Jeanne Duval à moi. Mon père, je ne sais pas comment il l'a su, mais mon père il l'a su et il n'était pas très content. Il me disait, si mes amis découvrent que tu sors avec une noire, je perdrai la face. Ça m'a vachement foutu dans la merde et dans la colère parce que c'était une confrontation grave avec mon père. Mais je me disais, qu'est-ce que ça peut te faire, quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je peux sortir avec une chinoise si ça me plaît, mais je peux aussi sortir avec une non-chinoise, une noire, une blanche, une arabe, si j'en ai envie. Et je déteste que mon père me prenne en otage en me disant, ouais, si on découvre que tu sors avec une noire, j'aurai plus d'amis. J'avais dit à moi-même que si jamais je devais me marier avec cette fille, eh bien je paierais le prix d'être ostracisé par ma famille. Mais c'est pas grave parce que je travaillerai bien à l'école et que j'aurai la capacité d'assurer mes propres besoins matériels et de dire aux gens qui m'emmerdent d'aller vous faire voir. Après, j'ai pas eu l'occasion parce que la fille m'a plaqué. Elle avait connu un autre garçon. Et puis, elle avait préféré être en couple avec l'autre garçon. J'étais terriblement abattu, choqué, déçu, blessé. Et ça m'a mis en fait dans une dépression qui a duré environ 5 ans. Enfin, j'ai eu des copines entre-temps, mais ça ne m'a pas empêché d'être renfermé, d'être pessimiste. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en vouloir à ma mère. Lorsque j'étais tombé amoureux de cette fille, Bettina, et que lorsque elle a pris la décision d'arrêter sa relation avec moi, j'ai eu à nouveau le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été, oui, abandonné. Quand j'avais 10 ans, environ, une copine de ma mère, qui était aussi une collègue dans un atelier, me disait que ma mère regardait une photo de moi assise devant sa machine à coudre et pleurait. En fait, ça m'a fait du bien d'entendre cette phrase. Parce que souvent, je me pose la question, et des fois je lui pose la question, pourquoi est-ce que j'étais à peine né et tu as voulu me laisser à tes parents et partir? Ma mère ne répondait pas. D'ailleurs, elle n'a toujours pas répondu à la question. Et je lui en veux. Maintenant, je me dis que à l'époque,
Quand on était clandestin, par exemple, on n'avait vraiment pas le temps de faire des choses agréables. J'étais quasiment jamais parti en vacances avec elle. On est parti une fois à Deauville ensemble. Et c'est le seul souvenir de vacances. Un jour. Dès mes 18 ans, je suis allé faire la queue pour avoir la nationalité française. Pour moi, en fait, cette naturalisation, c'était comme un aboutissement. Et c'était aussi une occasion de clouer le bec à tout jamais aux gens qui se moquaient de moi. Et lorsque je suis allé faire la queue pour de vrai à la préfecture de Bobigny, c'est très particulier là-bas, j'étais en train de comprendre que c'était juste une procédure. Être français ou pas, c'était juste une question administrative, une question de formalité. Alors que, au départ, au fond, pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus fort. C'était vraiment l'adhésion à un socle de valeurs, comme un rêve, quoi. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot intégration. Pour moi, on n'a pas besoin de prouver ou pas son intégration. Je ne sais pas comment dire ça, mais si on laisse les gens faire des enfants, vivre en France, naturellement, génération après génération, ils vont s'intégrer. Voire même, ils vont s'assimiler. Mais maintenant, ça fait plus de mal qu'autre chose que d'obliger des gens à se conformer à tel ou tel modèle. À partir du jour où j'ai été naturalisé français, je ne suis plus de nationalité chinoise. Ça a été un choix, je le savais. J'ai quand même préféré faire l'acquisition de la nationalité française parce que j'avais l'impression d'épouser ce pays depuis longtemps, en fait. Je ne peux que employer le français pour exprimer des messages d'amour, pour faire des câlins à ma sœur, pour envoyer des mots doux à ma copine. Je ne peux employer que le français. Ça ne m'empêche pas, quand même, de me sentir chinois. Mes parents font un raisonnement beaucoup plus technique, c'est-à-dire qu'avoir le passeport chinois et la carte de résident français, ça leur permet de faire déjà tout ce qu'ils ont envie de faire en France et de pouvoir faire des voyages en Chine très facilement. Alors que moi, je dois demander un visa. Je regrette pas, en fait, je regrette pas d'avoir la nationalité française. Ça m'énerve juste d'avoir été reçu comme un étranger à la préfecture. Au début, quand j'entrais à Dauphine, pour moi, c'était déjà presque une consécration parce que je l'avais fait sans vraiment avoir d'idée et sans vraiment avoir d'espoir, quoi. Puis j'ai été pris. Waouh, j'ai été pris, super, j'appelle le monde entier, j'ai été pris à Dauphine. J'arrive à Dauphine, je me dis, c'est bizarre. Déjà, quand je prends le métro, jamais j'avais pris la ligne 2 jusqu'au bout, à partir de Anvers. Les gens ne sont plus les mêmes. Je vois une population remplacée par une autre. J'arrive à l'école, je vois, les gens sont habillés d'une autre façon. On n'a pas les mêmes loisirs, on n'a pas les mêmes références culturelles. Ah oui, et je me rappelle aussi que moi qui venais de Henri Bergson, ce fameux lycée, j'avais tout le temps des 4 sur 20 en anglais, alors que les autres, ils avaient 16, mais les autres, ils avaient des cours particuliers, ils allaient en voyage tout le temps. Moi, j'ai mis mes pieds une seule fois en Angleterre, c'était lors d'un voyage de l'école, mais je me rendais compte que je n'arrive pas dans Dauphine avec la même préparation que les autres. Et j'avais aussi ressenti une injustice là-dessus. J'avais pas l'impression d'être plus con que les autres, mais j'avais l'impression que, que dans mon parcours, j'ai été moins doté que les autres. Et ça m'a énervé. Enfin, ça m'a énervé, mais ça m'a aussi frustré, ça m'a fait peur. Enfin, c'est un mélange de tous ces sentiments-là. Je n'osais même pas aller parler avec
les gens qui s'habillaient entre guillemets mieux que moi. C'était moi qui avais peur. À partir de Bac+2, comme j'ai eu un cours sur la sociologie de Bourdieu, j'ai commencé à comprendre des explications de pourquoi je suis différent, de pourquoi je risque de moins bien réussir, mais j'ai aussi compris un peu quoi faire pour réussir. J'ai aussi compris ce qu'il me manquait. Donc du coup, qu'est-ce que je devais aller chercher? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de me battre, que j'ai voulu trouver des solutions à l'enfermement. Il y a quelque chose qu'on se dit quand on a 18 ans, c'est d'où viens-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi mes parents ont fait ça pour être comme ils sont aujourd'hui? Surtout, cette question, on se la pose quand on est quand on est une graine qui vient d'ailleurs. Eh bien, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la graine que je suis est venue en France? Eh bien, en fait, on a besoin de réexplorer son histoire, ou l'histoire de sa famille. Donc, eh bien, dans cette association, on va rechercher notre histoire pour la partager, pour que des plus jeunes, des petits frères, des petites sœurs, un jour, quand ils se poseront cette question, pourront trouver des réponses. Moi, je fais la distinction entre Chinois de France et Chinois en France. Si j'étais Chinois en France, je serais juste de passage. Le Chinois de France, lui, il est enraciné au territoire qui s'appelle la France. Cette association que j'ai créée, ça m'a permis de me sentir moins seul, de confirmer le sentiment que, en fait, ce qui m'arrivait, c'était un phénomène social qui frappait toute une catégorie de personnes, et pas seulement un gars, moi. Non, il y a plein de gens qui étaient frappés par ça. Et ça m'a donné du courage, ça m'a donné aussi de la fierté, ça m'a donné envie de continuer. Moi, j'ai envie que plus tard, quand je serai vieux, je pourrais dire à mes petits-enfants, ah, votre papy, il avait fait ci, il avait fait ça. J'ai envie de pouvoir dire ça, en fait, aux gamins de ma famille. Et c'est pour ça que je fais ce récit. Ça m'intéresse de raconter mon histoire parce que j'ai l'impression que c'est aussi l'histoire de tout le monde. Les petites frustrations, les chagrins d'amour. Mais quand on est dans ce chagrin d'amour, par exemple, putain, c'est quand même, on a l'impression que c'est tout le ciel qui nous tombe sur la tête. Et il faut des années pour se libérer de ça. En fait, j'ai envie de dire aussi que, je ne sais pas si vous allez garder ça, mais le fait de te raconter cette histoire, enfin, ces pans d'histoire de ma vie, ça m'aide aussi à réfléchir sur ce que j'ai fait. Et c'est même pendant ce moment même que je continue à réfléchir, que je découvre que j'avais mal pensé à un moment, que je découvre que j'aurais dû faire autrement, que j'aurais pu faire mieux. Donc j'en profite là j'y gagne aussi.